Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Dans la sous-région Afrique centrale, l'Union des patronats constate que la gouvernance économique reste problématique et pose un sérieux problème de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. Ces chefs d'entreprise relèvent l'inefficacité et l'insuffisance des mesures d'urgence prises par les États de la CEMAC, l'Union des patronats d'Afrique centrale, placée sous la présidence de Célestin Tawamba, mesure l'impact négatif considérable qu'aura la crise et insiste sur l'urgence pour les autorités de la CEMAC de travailler de concert avec les organisations patronales à travers un dialogue direct pour préparer des mesures efficaces de soutien aux différentes économies. Au Cameroun, que valent ces mesures fiscales et économiques annoncées depuis le 30 avril 2020? Leur mise en application a-t-elle atténué le choc sur les acteurs économiques impactés? Pour en parler, je reçois sur ce plateau un expert en fiscalité agréé à CEMAC. Il dirige un cabinet conseil fiscal. Il est promoteur d'un centre de gestion agréé au Cameroun. René Ngalemo, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir à vous, millions de téléspectateurs. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau pour donner une lecture des 9 mesures fiscales que le gouvernement a voulu bien prendre pour lutter contre la pandémie Covid au Cameroun. Ces mesures fiscales ont été annoncées le 30 avril 2020, visant à soutenir les acteurs économiques, les entreprises et les ménages qui sont directement impactés à la suite de cette crise sanitaire. Lorsque vous parcourez ces différentes mesures, quelle est votre première réaction? Bien, je dis déjà, c'est une bonne idée d'avoir pensé à prendre des mesures pour sortir, pour aider les petites entreprises à supporter la pandémie Covid. Mais je dis bien, ces mesures ont été certes prises, mais à la lecture, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je prends déjà la première mesure qui est la suspension au titre du deuxième trimestre des vérifications générales, sauf en cas de comportement fiscal suspect. En réalité, chaque année, la Direction générale des impôts sort une liste des entreprises qui ont été programmées pour être contrôlées. Aujourd'hui, le fait qu'au lieu de les contrôler au deuxième trimestre, on repousse après le deuxième trimestre, ne donne que 3 mois de répit. Après dès le 1er juillet, ces entreprises devront se soumettre à ce contrôle de vérification générale. Donc en réalité, c'est vrai, pendant le deuxième trimestre, il n'y aura pas de contrôle. Mais ça ne change rien, le contrôle reviendra en juillet. Ça, c'est la première mesure. Et la prochaine mesure qui a retenu votre attention? Qui a retenu mon attention, c'est le report du délai de dépôt de DSF. Vous savez, en réalité, les DSF se déposent au 15 mars de tous les ans. Mais au Cameroun, c'est le 17 mars qu'on a décrété le confinement. Et le 30 avril, on a pris une mesure de déconfinement en disant qu'on donne expressément la possibilité aux entreprises de pouvoir déposer les DSF au 30 juin. Il faut être plus précis sur la signification de l'abréviation que vous utilisez. DSF, c'est la déclaration statistique et fiscale. Alors, le bilan que les entreprises déposent en fin d'année pour sortir leurs résultats fiscaux et les impôts conséquents. Pour être encore plus précis, le 17 mars 2020, le Premier ministre, chef du gouvernement, annonce des mesures de restriction, notamment la fermeture de certains des débits de boissons et autres magasins autour de 18 heures, fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, et de nombreuses entreprises ont dû mettre en congé technique leurs employés pour éviter les risques élevés de contamination au Covid-19, et cela a eu un impact sur leur rentabilité, sur leur production. Au moment où le Cameroun sort progressivement de ce confinement entre guillemets, il y a eu ces mesures annoncées et ces mesures fiscales qui pour vous posent problème. Très bien, je dis, le confinement concernait tout le monde. Ça, il faut le reconnaître. La mesure du 17 mars du président de la République décidant du confinement général concernait tous les Camerounais, toutes les entreprises, de toutes les catégories, de toutes les activités.
Or, aujourd'hui, on nous dit, sur le troisième point, qu'on a suspendu les mesures de recouvrement pour les entreprises directement affectées par la crise, c'est-à-dire le secteur du tourisme et le transport. Je ne pense pas qu'une étude ait été faite pour déterminer que uniquement ces deux secteurs ont été touchés par la pandémie. Je vous dis très sincèrement que toutes les entreprises ont été touchées par la pandémie. Or, il n'est pas pour moi question qu'on revienne accorder des faveurs uniquement à un secteur précis, fut-il le secteur le plus en vue. Parce qu'en réalité, tout le monde voit que le transport a été touché. Justement, le secteur du tourisme, à savoir l'hébergement, les restaurants et autres activités connexes. D'autres entreprises ont aussi été touchées parce que le personnel était en confinement et ne pouvait pas fonctionner en plein temps. Je prends un cas simple, le secteur des friperies dont on peut parler aujourd'hui. Ce secteur a été pleinement touché parce qu'aujourd'hui, du fait de la psychose des vêtements usagés qui viennent de l'Europe, c'est-à-dire par définition des pays d'où vient le Covid, aujourd'hui ce secteur est sinistré parce que les gens n'y vont plus, parce que tout le monde pense qu'en prenant ces habits usagés, on s'en va acheter la pandémie, le virus Covid. Donc je crois que avant de prendre une mesure uniquement pour deux secteurs, l'hôtellerie et le tourisme, on devrait mener une étude pour voir l'impact que cette pandémie a eu sur tout l'ensemble de l'entreprise, de l'économie, dans l'économie camerounaise. Donc pour vous, la circulaire du ministre des Finances qui précise que seuls les secteurs du tourisme et du transport sont concernés par cette suspension d'application des mesures de recouvrement pour le deuxième trimestre, cette mesure-là ne s'appuie pas sur une étude sérieuse qui aurait pu permettre de mesurer l'impact de la crise sanitaire sur plusieurs secteurs d'activité économique. Tout à fait. Et il faut bien préciser que le report du délai de dépôt la suspension des mesures de recouvrement pour les entreprises directement affectées, il faut encore comprendre que sur ce point précis, on demande il faut que ce soit demandé, que les entreprises demandent, ce n'est pas automatique. Or, il n'y a rien de nouveau parce que l'article L94 bis consacre déjà dans la législation camerounaise la demande de moratoire. C'est vrai, il y a Covid et on dit que le secteur comme le tourisme et le transport vont bénéficier en priorité. Mais on a aussi ouvert un pan pour permettre à toutes les autres entreprises dire que l'administration devrait étudier au cas par cas. Est-ce que ce n'est pas une preuve que le gouvernement reste attentif aux autres secteurs d'activité qui auraient été fortement impactés par cette crise sanitaire? Justement, donc, au lieu de restreindre, comme je vous ai dit tantôt, on devrait dire que tout le monde est touché par la pandémie Covid. Les mesures de recouvrement doivent concerner tout le monde et permettre à tout le monde de demander des moratoires ou bien des différés de paiement. Pas seulement ce secteur, je dis bien pas seulement ce secteur. René Ngalemo, le gouvernement également a parlé de soutien à la trésorerie des entreprises à travers l'allocation spéciale de 25 milliards de francs CFA pour l'appurement des crédits TVA en attente de remboursement. Cet appurement est-il une bouffée d'oxygène pour ces entreprises impactées par la crise sanitaire? On ne saurait dire que ce n'est rien du tout. Il ne faut pas cracher dessus. 25 milliards, ce n'est pas négligeable. Mais je vais vous expliquer le mécanisme de crédit TVA. Les entreprises qui bénéficient de crédit TVA sont celles qui ont supporté la TVA en amont et qui n'ont pas eu la possibilité de déduire cette TVA. Parce qu'en fait, la TVA est un impôt direct qui est supporté par les consommateurs. Donc, les contribuables ne sont que des collecteurs légaux et le redevable réel, c'est les consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contribuable est chargé de facturer quand il achète une marchandise. Il supporte la TVA en amont. Quand il vous la facture, vous payez la TVA. Lui, il est chargé tout simplement de collecter votre TVA et de faire la différence avec ce qu'il a supporté en amont et de reverser cette différence
dans les caisses de l'État. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au Cameroun, on a appliqué une disposition qui est une entorse en réalité à l'application de la TVA, à la pratique de retenue à la source. Et comment ça se fait concrètement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous facturez un service ou bien une marchandise à l'État qui est d'office habilité à retenir à la source, ou à des entreprises, parce qu'il y a des entreprises nommément qui sont habilitées à retenir la TVA à la source, quand vous traitez avec ces entreprises, vous supportez la TVA en amont, et quand vous leur facturez la TVA, au moment de vous payer, ils retiennent la TVA à la source. C'est-à-dire, ils retiennent toute la TVA que vous leur avez facturée. Ils ne vous permettent pas de faire la déduction pour ne payer que le juste montant de TVA que vous devrez payer à l'État. Il y en a de même pour les entreprises qui font dans l'exportation, les exportateurs. Parce que ceux-là sont au taux zéro. La TVA est au taux zéro parce que l'exportation est au taux zéro. Ce n'est pas exonéré, c'est au taux zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous exportez vos marchandises, toute la procédure qui vous a permis de constituer ces marchandises jusqu'à port de douane, toutes ces procédures, vous avez eu à subir la TVA. Mais quand vous exportez, la loi dit que les exportations sont au taux zéro. Donc vous vous retrouvez donc en train de supporter la TVA en amont sans possibilité de pouvoir la déduire. Pour ces deux cas précis, vous vous retrouvez en cas de crédit structurel. Et l'État a encaissé vos TVA, ne vous donne pas la possibilité de déduire, donc vous êtes en crédit de TVA. Et comment s'opère le remboursement de ces crédits TVA selon les dispositions légales? Aujourd'hui, nous avons un mécanisme qui part des centres des impôts vers la direction générale des impôts, où vous demandez, le contribuable demande juste la validation et un contrôle de validation est effectué. Et par la suite, si son crédit est validé, il y a des services spécialisés à la direction générale des impôts, notamment à la division du contentieux, qui se permettent de procéder au remboursement. Mais depuis 2017, on a redéfini ce cadre de remboursement. Et il me semble que l'État a privilégié les très grandes entreprises pour lesquelles le remboursement est direct, sans même contrôle. Le contrôle est a posteriori. Alors que les très petites entreprises doivent se soumettre à la vérification générale de comptabilité pour pouvoir bénéficier d'un quelconque remboursement de crédit TVA. Qu'est-ce qui justifie cette politique de 2 poids, 2 mesures concernant les PME et les grandes entreprises? Quel est l'argument qui est brandi? Il nous est dit que les petites entreprises sont des entreprises à haut risque. C'est pour ça que l'État prend toutes les dispositions pour procéder à une vérification générale de comptabilité avant de pouvoir rembourser. Le problème, c'est qu'à ce niveau, moi je trouve que c'est normal. Mais ce qui est embêtant, c'est que même après validation, après contrôle, vérification générale de comptabilité et que les montants ont été validés, ces montants ne sont pas toujours remboursés dans les délais prescrits. Pourquoi ça traîne alors que tout a été validé dans une procédure initiée par un conseil fiscal ou par une entreprise? Très bien. Je dis donc que ce problème dure depuis des années. Ce n'est pas avec la pandémie de Covid que le problème de crédit de TVA est né. Nous avons dans notre portefeuille, dans notre cabinet, des entreprises qui depuis des années attendent le remboursement de leur crédit TVA et n'ont pas eu l'occasion d'être remboursés. Ce qui fait dire aujourd'hui que 25 milliards pour l'appurement des stocks de crédit TVA. Parlons de ce stock de crédit TVA, M. Nufele. Est-ce que vous avez une estimation de ce tout simplement stock de crédit TVA pour les entreprises qui attendent ces remboursements? Je vais être très précis en disant que selon le Comité national de la dette publique, au 31 décembre 2019, l'encours de la dette publique du Cameroun actualisé est à 8 650 milliards de francs CFA, soit 38,3% du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Le Comité national de crédit donc précise que sur les 8 650 milliards de francs CFA,
il y a 6 671 milliards de francs CFA qui constituent la dette extérieure. Quand vous faites la différence entre la dette extérieure et la dette globale, la dette publique globale, vous vous retrouvez donc avec 1979 milliards qui constituent aujourd'hui la dette publique intérieure de l'État. Cette dette qui est constituée et des crédits TVA et des factures de prestataires de services qui n'ont pas été payés par l'État. Et je vous le dis, beaucoup d'entreprises aujourd'hui croupissent sous le poids de la dette parce qu'elles ont pris des crédits dans leur structure de financement des banques pour réaliser des marchés publics. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas rembourser parce que l'État ne les a pas payés. Et quelles sont les conséquences justement sur le circuit économique lorsque des PME, des entreprises camerounaises n'ont pas accès à ces crédits TVA, n'ont pas accès au paiement des prestations qui ont pourtant été réalisées depuis des mois et des années? La conséquence, c'est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en état de cessation d'activité. Beaucoup d'entreprises sont obligées de mettre le personnel au chômage. Beaucoup d'entreprises ferment boutique et croupissent sous le poids de la dette, alors que ce n'est pas du fait, ce n'est pas de leur fait. Il faut bien préciser que le crédit TVA, c'est pas l'argent, c'est l'argent des contribuables qui est resté dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, on peut chiffrer à 1979 milliards. Mais quand vous sortez 25 milliards, comme effet d'annonce, pour dire qu'il y a 25 milliards qui vont permettre de lutter contre la Covid parce que ça a été remboursé pour rembourser le crédit TVA. Que valent 25 milliards de francs CFA face à 1979 milliards que les PME attendent? C'est à peu près moins de 5% de la dette publique intérieure. Vous voyez que c'est un grain de sable dans la mer. Pour moi, cela ne peut pas avoir un effet exact sur les entreprises. Quelques entreprises vont en bénéficier, mais la plupart vont continuer à croupir sous le poids de la dette. Mais comment expliquer cette situation alors que chaque année, dans la loi des finances, il y a justement ce service de la dette qui est inclus comme un chapitre important dans l'élaboration du budget du Cameroun, donnant le sentiment à certains contribuables camerounais que le gouvernement s'engage au cours de l'exercice en cours à apurer une partie de sa dette publique. Mais le problème est simple, c'est que ça a été accumulé au courant de plusieurs années. Et si vous accumulez la dette intérieure pendant 5 ans et que du coup vous faites des provisions pour rembourser, on m'a dit en 2019, on a produit 100 milliards pour rembourser le crédit TVA. C'est vrai, ce n'est pas rien, mais ça ne peut pas régler définitivement le problème. Le problème reste entier. Je vous dis qu'on a 1979 milliards. Ça, c'est le Comité national de la dette publique du Cameroun qui l'annonce. Nous avons 1979 milliards de dettes intérieures. La moindre des choses serait que l'État actionne sur des leviers qui sont à sa disposition pour régler, apurer ne serait-ce que les 1979 milliards pour permettre aux entreprises de renaître et de rebondir et relancer ainsi l'économie. Non seulement qu'en payant les 1979 milliards qui sont dus, qui sont l'argent des entreprises qui traînent dans les caisses de l'État, on demanderait plus à l'État, c'est-à-dire financer les start-up, les petites entreprises qui commencent, des entreprises agricoles qui aujourd'hui n'ont pas de financement, que l'État trouve le moyen de financer ces entreprises pour que l'économie reprenne. Alors René Ngalemo, en plus de ces 25 milliards représentant des crédits TVA que le gouvernement compte rembourser pour ce deuxième trimestre en 2020, il a indiqué qu'il y aura une exonération de la taxe foncière et la taxe de séjour pour les acteurs économiques et surtout ceux du secteur de l'hôtellerie. Qu'est-ce que ça représente concrètement dans les charges de ces entreprises que vous accompagnez? Exonération de la taxe foncière, exonération de la taxe de séjour, cela permet-il vraiment d'atténuer les impacts de cette crise sanitaire? Il ne s'agit pas de l'exonération de la taxe foncière, il s'agit du report. Du report. Au 30 septembre 2020. C'est la taxe de séjour. Du délai de paiement de la taxe foncière. Ce délai était prévu au 30 juin. On l'a reporté au 30 septembre. Ça veut dire qu'on donne 3 mois aux entreprises ou bien aux ménages qui payent la taxe foncière. Alors, est-ce que ce report de la taxe foncière et les mesures prises concernant la taxe de séjour,
est-ce que cela a un impact significatif pour les entreprises, pour les acteurs économiques et pour les ménages? Bien, pour le report de la taxe foncière, c'est juste un repli. Ça va juste permettre aux gens de souffler un peu. 3 mois, le temps de trouver de l'argent pour payer la taxe foncière au 30 septembre au lieu du 30 juin. Mais pour ce qui est de l'exonération de la taxe de séjour, je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Taxe de séjour. L'article 221 et les articles 221 et 222 du Code général des impôts parlent de la taxe de séjour. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un montant qui est prélevé sur les factures des clients. C'est aussi un impôt direct, c'est-à-dire les hôteliers sont chargés tout simplement de prélever sur les nuitées une somme qui doivent être reversées dans les caisses de l'État. Il s'agit de quoi? Pour les hôtels de 5 étoiles, par exemple, on leur demande de prélever par nuitée 5 000 francs. Pour les hôtels de 4 étoiles, ils peuvent prélever 4 000 francs. Et pour les hôtels de 3 étoiles, 3 000 francs. Pour les appartements meublés que nous trouvons un peu partout dans les quartiers aujourd'hui, l'État demande de prélever 2 000 francs par nuitée. Et pour les hôtels de 2 étoiles, c'est 1 000 francs par nuitée. Et les hôtels d'une étoile ou bien les hôtels non classés, on prélève tout simplement 500 francs par nuitée. On dit bien prélevé par nuitée. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces hôtels pour qui on a procéder à l'exonération de la taxe de séjour. Je ne vois pas l'impact direct que cela aura sur le fonctionnement de l'hôtel. Déjà qu'il n'y a pas de clients, ça veut dire qu'il n'y aura pas de nuitée. Ça veut dire par conséquent qu'il n'y aura pas de taxe de séjour. Ma foi, demander aujourd'hui l'exonération sur une taxe qui n'a pas pu être récupérée du fait que les hôtels sont en confinement, il n'y a pas de clients, ça ne change rien à leur situation réelle. Est-ce que cette mesure fiscale est appropriée au regard des problèmes que rencontre ce secteur d'activité spécifique? Moi, je crois que nous sommes au Cameroun dans un système déclaratif. Les hôtels n'ont pas de clients, n'ont pas réalisé de chiffre d'affaires, ne vont pas déclarer de taxes de séjour. Parce que si vous n'avez pas un client, vous n'aurez pas de taxe de séjour à facturer. Donc, pour moi, c'est une mesure qui, ma foi, ne semble avoir aucune raison d'être dans le cas d'espèce. Les hôtels ont certes été frappés par le confinement. Réduire la taxe de séjour, pour moi, n'apporte rien de plus à ces hôteliers, puisque ces taxes ne sont payées que quand les clients viennent. Si les clients ne viennent pas, par conséquent, il n'y aura pas de taxes. Comme nous sommes dans un système déclaratif, s'il y a zéro chiffre d'affaires, il y aura zéro prélèvement. Le fait que cette exonération de l'impôt libératoire concerne uniquement les revendeurs, à savoir les bail Amsterdam, comme on les appelle communément au Cameroun, est-ce que cela ne risque pas de créer des frustrations auprès des autres contribuables assujettis à l'impôt libératoire, ceux qui appartiennent par exemple à la catégorie B, C ou D, tel que vous l'avez mentionné tout à l'heure? Bien, comme j'ai dit au début de notre entretien, que le confinement a concerné tout le monde. Aujourd'hui, quand on vient sélectionner uniquement les vendeurs de vivres pour leur accorder l'exonération, moi je trouve que ce n'est pas juste. L'impôt doit être équitable. Il doit avoir une justice fiscale. Si les vendeurs de vivres frais n'ont pas été plus touchés par la pandémie Covid-19 que les vendeurs de quincaillerie. Donc, tout le monde a subi le confinement, tout le monde a subi la pandémie, est en train de subir la pandémie Covid. Ma foi, si on devrait procéder à une exonération, il serait plus juste, il serait plus équitable de demander à toutes ces catégories d'impôts libératoires de bénéficier de l'exonération. Pour moi, ce serait plus juste, ce serait plus... l'impôt, c'est par rapport à la capacité contributive. Si on a pensé que cette petite catégorie doit bénéficier de ces privilèges, qu'on fasse ça à tout le monde. Le commerçant qui est à la catégorie B dans une quincaillerie n'a pas plus de moyens que celui qui est à la catégorie A, ou qui est à la catégorie B en train de vendre les vivres frais. Donc, ma foi,
Je pense que dans la circulaire rectificative, on gagnerait à ne pas créer des distensions entre les contribuables. René Ngalomo, comment justifie-t-il ce montant forfaitaire imposé aux contribuables dans un contexte de crise comme celui du Cameroun? Aujourd'hui, je dis, il n'y a pas de justification légale, à mon avis. C'est une pratique complètement illégale qu'il faut décrier. Aujourd'hui, la loi dit, vous déclarez par rapport à ce que vous avez réalisé. Le système est déclaratif. Vous n'avez pas réalisé de chiffre d'affaires, vous déclarez que vous n'avez pas réalisé de chiffre d'affaires. Si vous avez réalisé 1 million de chiffre d'affaires, vous déclarez 1 million et vous payez les impôts par rapport aux millions que vous avez déclarés. Quitte à ce que l'administration procède à un contrôle après, pour s'assurer de la véracité de ce que vous avez déclaré. Mais dès lors que vous déclarez, aucune disposition légale ne permet à un chef de centre des impôts de refuser votre déclaration, comme ça se fait aujourd'hui sur le terrain. Je dis c'est illégal et les gens doivent se lever contre ce genre de pratiques. Nous sommes là pour accompagner les petites entreprises. Nous sommes là pour accompagner les centres de gestion agréés, sont là pour accompagner les très petites entreprises qui font moins de 100 millions de chiffre d'affaires. Et les conseils fiscaux sont là pour accompagner les autres qui subissent les mêmes sorts, ceux qui sont plus grands et qui ne peuvent pas bénéficier des privilèges des centres de gestion agréés. Il y a des conseils fiscaux au Cameroun. Et ils sont là, ils vous attendent que les contribuables aillent vers eux pour se faire défendre. Je dis, au Cameroun, nous avons cette manière de sortir de très beaux textes, mais nous, on ne les applique pas. Aujourd'hui, les PME sont pratiquement abandonnés, alors que quand vous regardez dans les différents ministères, il y a une panoplie de programmes en faveur des petites et moyennes entreprises. Malheureusement, les concernés ne sont pas au courant. Pourquoi l'administration sort tous ces programmes en faveur des PME et ne les divulgue pas, ne communique pas suffisamment pour que cela aille vers les programmes pour bénéficier de tous ces avantages? Je vous dis, il y a beaucoup de programmes au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, au ministère de PME, au ministère de l'Industrie, au ministère de l'Économie et de la Planification. Il y a plein de programmes en faveur des petites et moyennes entreprises, mais qui, malheureusement, ne sont pas portés à la connaissance de ces bénéficiaires. Alors, que conseillerez-vous aujourd'hui au gouvernement qui fait face à un souci, à un risque de déséquilibre budgétaire lié aux recettes fiscales qui seront très peu mobilisées en raison de la crise sanitaire et l'enjeu d'accompagner le secteur privé pour relancer l'économie? Que conseillerez-vous? Mais je pense que aucune mesure fiscale, exonération ou pas, ne pourrait pas amener les entreprises à se relever, parce que nous sommes dans un système fiscal déclaratif qui, en réalité, n'a aucun impact sur les petites et moyennes entreprises. Il n'y a que les petites entreprises du secteur vivier et les taximans qui ont bénéficié. Les autres entreprises, les autres contribuables camerounais n'ont rien du tout. Non, rien du tout. Malgré toutes ces mesures, il faudrait plutôt chercher à mieux les encadrer, leur donner les moyens de créer de la richesse pour que l'économie du Cameroun permette de se relever et permette de produire plus de richesse et par conséquent payer plus d'impôts. Merci René Ngalomo. Je rappelle que vous êtes expert en fiscalité, vous dirigez un cabinet de conseil fiscal agréé CEMAC et vous êtes promoteur d'un centre de gestion agréé au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, je vous remercie. Je serai toujours à votre disposition. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.